salle de musique qui s'est chargé, qui a même chargé de l'enregistrement, qui sera sur YouTube. Bien, donc, voilà, je vais vous parler de climat, figurez-vous. Et je vais vous en parler en tant que physicien. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous voyez bien mon climat? Changement climatique, évolution ou basculement, ça veut dire quoi? Il faudrait vous rapprocher un petit peu de la table. Vous parlez plus fort, d'accord. Si j'oublie, vous me rappelez ça. Donc, évolution ou basculement. Ce que je veux dire, c'est que, nous assistons en ce moment à une montée des températures continue, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va continuer comme ça de façon continue, et est-ce qu'à un moment, si on se dit, bon, maintenant il faut arrêter tout ça, il faut diminuer le CO2, etc., est-ce qu'on reviendra en arrière? Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, est-ce qu'on passera un point de bascule? Et là, ce sera un peu plus difficile. Alors, je voudrais illustrer ce titre par deux images. Voilà, alors là vous avez un kayakiste qui descend, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une rivière assez puissante dont la vitesse du courant augmente de minute en minute. Et le kayakiste, c'est un bon kayakiste, il sait que si à un moment ça devient un peu limite, quoi, il pourra faire demi-tour et puis pagayer contre le courant. Mais s'il persiste, eh bien il pourra se retrouver dans cette situation-là. Et là, vous imaginez que s'il décide de faire demi-tour, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que précédemment. Donc, voilà. Alors, il y a quand même une différence entre un kayakiste et le climat. Hein. C'est que le kayakiste, avant de commencer son parcours, eh bien, en général, il se balade le long de la rivière, il va voir s'il y a des rapides, s'il y a des chutes d'eau. Pour le climat, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faudrait qu'on puisse se déplacer dans le temps, aller voir ce qui va se passer dans 10 ans ou 20 ans, et puis revenir voyager en sens inverse dans le temps et raconter à nos petits camarades ce qui nous attend dans 10 ou 20 ans. Et ça, jusqu'à présent, c'est pas possible parce que c'est contraire à un principe de la physique qui s'appelle le principe de causalité. Enfin, c'est une autre histoire et c'est pas ce soir que je vous en parlerai. Bien, alors, voilà le sommaire de ce que je vais vous raconter. On va commencer par, en guise d'introduction, par où en sommes-nous? Un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire, vous allez voir, l'histoire du CO2, l'histoire de la Terre. Après ça, je parlerai un peu de physique, système complexe, ne vous effrayez pas, j'expliquerai ça, avec un outil pédagogique qui s'appelle un troupeau de moutons. Et vous savez tous qu'un troupeau de 100 moutons ne se comporte pas comme 100 fois un mouton. Et ça, c'est la clé du problème. Et c'est la clé du problème du climat, entre autres. Vous allez voir. Bien, donc contrainte, soubresaut, basculement, on verra ça. Je parlerai de M. Newton et de M. Poincaré, des immenses scientifiques, des systèmes complexes et des effondrements. Bon. Et puis ensuite, on appliquera ça au climat, qui est un exemple emblématique qui peut se traiter de phénomènes complexes. Bon, je parlerai un peu d'effet de serre, vous savez tous ce que c'est, et puis on comparera deux méthodes de prospective, de prédiction du climat, qui sont d'une part les méthodes de calcul intensif numérique couplées, et puis d'autre part la théorie des systèmes dynamiques critiques, je veux dire, qui vous donnera des informations vues avec un peu plus de recul. Et puis j'essaierai de conclure. Voilà. Bien, alors, en guise d'introduction, je vous disais, où en sommes-nous? Alors voilà notre belle planète bleue. Donc quelques termes de géographie, quelques histoires de géographie. Vous avez une planète qui fait en gros 12 000 km de diamètre. Et elle est entourée d'une atmosphère qui fait moins de 12 000 mètres d'épaisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Terre faisait 1 mètre de diamètre, vous voyez, 1 mètre de diamètre, l'atmosphère ferait moins d'1 millimètre d'épaisseur. Ou bien moins d'1 millimètre. Moi, ça me fait frissonner de penser à ça. Et c'est justement dans cette pellicule mince et fragile que nous vivons depuis un certain nombre de milliers d'années. Et c'est là justement que nous bazardons toutes les saletés que nous produisons, le CO2 et tout un tas de choses. Enfin bon. Et donc c'est quand même quelque chose de très fragile et à respecter. Donc après la géographie et un petit peu d'histoire, c'est normal. C'est l'histoire d'abord de la température depuis 500 millions d'années. 500 millions d'années, c'est quoi? C'est en gros le 10e de l'âge de la Terre. Hein. Bon, donc voilà l'origine. Faites attention à une chose, c'est que l'échelle des temps ici
n'est pas linéaire du tout. Vous avez à droite, ici à droite de cette barre blanche, vous avez des milliers d'années, à gauche c'est des millions d'années. Et chaque fois qu'il y a une barre blanche, on change d'échelle, on zoome, on rezoome et on re-rezoome. Donc il faut faire attention aux comparaisons. Quelques bornes de repères, coins de repères. Pardon? Et à quel moment on pose des questions? Ah ben à la fin, je pense. Oui, je ne sais pas comment vous mesurez les températures dans le passé comme ça. Bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, l'extraction des dinosaures, c'est là. Ça, c'est le PETM, c'est le maximum thermique paléocène-éocène, qui correspond à une brutale émission de CO2 ici. Bon, il n'y avait pas d'humains pour observer ça, mais c'était le début de dislocation du Pangée, du continent initial, avec une activité volcanique intense. Pouvez nous préciser l'échelle, parce que je n'arrive pas à lire en vertical ce que vous avez là. Alors là, pardon, ce sont les degrés ici. Alors moi, je ne vois pas bien ici. J'ai une référence ici qui est la ligne, c'est la ligne du bas ici. Ça, c'est la température que nous connaissons depuis 10 000 ans. Et à droite? Et à droite, c'est la même chose en Fahrenheit. J'aurais dû le dire, pardon. Donc les Celsius, c'est à gauche. Et donc moi, j'en parlerai dans un instant. Hein, ça. Donc voilà, ici, vous avez notre ancêtre Lucie, Australopithèque. Ici, vous avez les plus anciens enregistrements faits dans les carottes de glace au Groenland et en Antarctique. C'est 800 000 ans. Et puis ici, vous avez le début d'une période très stable en température, qui est de plus ou moins 0,3 degrés par rapport à cette référence-là. Donc ça a duré 10-12 000 ans. Et le début de cette ère-là, ça correspond au passage de nos ancêtres de l'état de chasseurs-cueilleurs à l'état de cultivateurs et éleveurs. Alors, ce n'est pas leur changement d'état qui a causé la stabilisation des températures, c'est plutôt l'inverse. Alors maintenant, il faut faire attention à une chose aussi, c'est qu'entre ici et là, on a un changement d'échelle colossal. Ici, la distance entre deux pics, c'est combien? C'est 200 000 ans, un truc comme ça, 100 200 000 ans. Ici, c'est 10 000 ans. Et donc, si on vous dit, oui, mais de toute façon, des périodes de forte température, on a connu ça, on s'en est toujours remis, etc., etc. Oui, effectivement. Ici, vous avez le plus 2 degrés par rapport à cette référence-là. Alors, si je zoomais ici, on aurait les 150 dernières années, et c'est là que les choses se passent, c'est le début, c'est l'ère industrielle. Et si on prend plus 2 degrés, où on y est quasiment, hein, eh bien, il faut remonter ici pour trouver la même chose. Et si on prend plus 4 degrés, à mon avis, on va y être dans quelques années, une dizaine d'années, on verra tout à l'heure. Hein. Eh bien, il faut remonter ici à plusieurs millions d'années pour avoir la même chose. Donc, ce n'est pas anodin. 2 degrés par rapport à ce plus ou moins 0,3, c'est quand même considérable. Voilà. Donc, après l'histoire des températures, on va voir l'histoire du CO2, parce qu'il y a une relation intime entre les deux. Alors ça, l'échelle est beaucoup plus zoomée ici, parce qu'on démarre, c'est notre ère, hein, de 0 à l'an 2000, en gros. Et vous voyez que l'émission de CO2 est pratiquement constante, et elle commence à décoller ici, en 1800 et quelques, 1850, c'est l'ère industrielle. Et là, en anglais, on dit skyrocketing, c'est-à-dire ça monte comme une fusée. Et vous avez ici, cette deuxième ligne jaune, c'est l'IPCC, en anglais, ça veut dire, c'est le GIEC, en fait. C'est la création du GIEC. Et vous voyez qu'entre la création du GIEC, entre avant et après la création du GIEC, j'allais dire, ça n'a rien changé. Bon, on pose toujours. Sauf que ça a même accéléré, je dirais, ici. Donc, ce que disent les scientifiques, dont je fais humblement partie, c'est pas toujours très très bien écouté. Bien, voilà. Et alors là, c'est des projections. Bon, on parlera de projections tout à l'heure, mais ça, c'est les projections dont nous disposons maintenant. Le rapport Meadows de 1972 qui a été fait à l'initiative du Club de Rome. Et donc voilà les courbes ici. Le rapport Meadows était en 72. Nous sommes en gros ici. Et vous avez toutes ces courbes. Vous avez la population qui montait ici. Vous avez le niveau de vie qui montait, l'espérance de vie qui montait, etc. Mais vous aviez déjà en 72 les ressources qui commençaient à baisser. Et ces gens-là ont fait des calculs avec les moyens de l'époque. Hein, et ils se sont dit, si la population augmente et les ressources baissent, il va se passer quelque chose.
Et donc ils ont prévu un maximum dans l'espérance de vie, un maximum dans la population mondiale, un maximum dans la nourriture par tête de pipe, etc. etc. Ça, c'est un rapport des Meadows. Et il concluait en gros en disant que, je ne vois pas bien de là où je suis, c'est une très mauvaise vue, je suis désolé. L'expansion de la population et de l'industrie mènera le monde à un effondrement global autour de 2040. Bon, c'est demain 2040. Hein. Bon, on précisera peut-être les dates si on peut, je crois qu'on ne pourra pas beaucoup. Et la première manifestation de cet effondrement brut, ce sera un effondrement du niveau de vie dans les années 2020. On les a passés, bon, c'est pas 50 ans. Voilà. Bien, donc ça c'était en guise d'introduction. Donc je passe maintenant, je vais vous parler de système simple et de système complexe. Bien, alors une petite expérience que vous pouvez faire chez vous. Hein. Je prends un élastique ici, et je tire dessus, il s'allonge. Je tire 2 fois plus fort, il s'allonge 2 fois plus. Je tire 4 fois plus fort, je me dis tiens, il va s'allonger 4 fois plus. Eh ben non, il casse. Il casse parce que j'ai eu un basculement. Et donc ça veut dire que quand une cause continue ne produit pas forcément des effets continus. Il peut y avoir des basculements. On peut aller un peu plus près, plus en profondeur avec cette toile de jute qu'on essaie de déchirer. On tire verticalement comme ça, on a déjà une fissure là. Et tout d'un coup, il y a une fibre qui casse et la fissure s'élargit un petit peu. Et si on continue à tirer, ce ne sera pas une fissure, mais ce ne sera pas une fibre, ce sera 3 fibres, tac. Et encore plus, si on continue. Le nombre de fibres qui cassent, à chaque augmentation de contrainte, va augmenter. On aura des secousses, des soubresauts de plus en plus intenses, jusqu'au moment où on aura le soubresaut suprême, qui est la rupture du tissu en 2 morceaux. Et ça, moi, ça me rappelle étrangement, et j'y reviendrai, ce qu'on observe en ce moment, des canicules, des coups de froid, les tempêtes, les sécheresses, les inondations, etc. Ce sont autant de soubresauts d'importance croissante et qui, sans doute, nous annoncent quelque chose. Bien, alors 2 personnages très importants de la science qui sont Newton et Poincaré. Alors Newton, il a étudié les systèmes simples, enfin, qui apparaissaient simples ou qu'il a simplifié. Donc c'est lui qui a découvert la loi de gravitation universelle ici. Et pour la découvrir, il a simplifié les choses. Il s'est dit, selon la légende, il a considéré l'interaction d'une pomme qui est tombée dessus quand il faisait sa sieste, et de la planète Terre. Et il a négligé tout le reste. Il a négligé les fourmis qui couraient dans l'herbe, les feuilles qui bruissaient au vent, etc. Il n'a pris que ces 2 éléments. Et il est arrivé une loi extrêmement simple et qui est tellement utile. De l'autre côté, Henri Poincaré, c'est l'inventeur de la théorie du chaos et des systèmes complexes. Et il a montré, lui, que quand un système était suffisamment complexe, ce sera le troupeau de moutons tout à l'heure, vous verrez, eh bien, on peut décrire ce système complexe, paradoxalement, par des lois très simples. Et j'en parlerai dans un instant. Donc, comportement collectif ou comportement individuel, les modèles sont de types différents, mais ils sont simples. C'est pas compliqué, la physique. Pour ceux qui ne me croiraient pas. Alors voilà mon troupeau de moutons, on y vient. Système complexe, un troupeau de 100 moutons, ça ne se comporte pas comme 100 fois un mouton. Et donc, lorsque le troupeau est bien rassemblé, on a l'émergence, comme on dit, pour faire savant, l'émergence d'un comportement différent, un comportement de système critique. Alors prenez un troupeau qui est pas très rassemblé. Le chien n'a pas fait son boulot, les moutons sont un peu partout. Il y a un mouton qui trébuche. Eh bien, il trébuchera tout seul. Ou alors, si le troupeau est un peu plus tassé, dans son trébuchage, il entraînera 1, 2 ou 3 moutons à côté. Et puis c'est tout. Maintenant, si le chien fait bien son boulot, il rassemble un peu le troupeau, eh bien, le mouton qui fait sa cabriole, il affectera non pas 2, 3 moutons, mais peut-être 10 ou 15. Et si je rassemble encore le troupeau, ce sera 50, et puis ça finira par être tout le troupeau. Alors ça se décrit par ce qu'on appelle la longueur de corrélation. La longueur de corrélation, c'est la taille du nombre de bêtes ici, qui est concernée par l'action d'une seule d'entre elles. Et il va se passer des choses très intéressantes lorsque la longueur de corrélation atteindra la taille du troupeau.
Et c'est là que lorsqu'un mouton de ce troupeau critique sautera la falaise, eh bien, tout le monde sautera la falaise avec. Ça, c'est un comportement critique, c'est un basculement, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc j'ai tout dit, je crois, à peu près. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe à l'approche de ce point critique? Il est annoncé, comme je disais, par une succession de soubresauts d'amplitude croissante, les tempêtes, les pluies, les inondations, etc. Et on atteint le point critique lorsque la longueur de corrélation atteint la taille du système. Alors, tout un tas d'exemples. Bon, c'est un truc qui est parfaitement connu en physique théorique, et que malheureusement, dans d'autres domaines de la physique, n'est pas toujours connu. Et il y a beaucoup de climatologues, dont certains que je connais bien, qui m'ont dit « Ah ben nous, on ne connaît pas ces théories-là, bon, on fait de la climatologie. » Eh ben oui, mais quand on regarde un petit peu à côté ce qu'on fait dans d'autres domaines de la physique, eh bien, on trouve des choses très intéressantes. Et ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on applique à la climatologie la boîte à outils forgée dans d'autres domaines de la physique. Bon, alors, quand un troupeau de moutons, quand le mouton saute, les autres suivent. Les chambres du tissu, je vous avais parlé de ça. Les avalanches de neige, les chutes des skieurs passent, et puis c'est le 7e, 8e qui déclenche tout. C'est celui qui arrive au point critique. Bon, je ne vais pas. L'histoire de terrain, c'est comme les avalanches. Les déclenchements des guerres. Vous vous souvenez que la guerre de 14 a été causée, entre guillemets, par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. En fait, ce pauvre archiduc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait déjà tout un tas de phénomènes qui s'étaient produits, qui avaient rapproché le système de l'état critique. Et il a suffi de l'assassinat de ce pauvre homme pour que ça entraîne des chutes de dominos, des chutes de billes qui entraînent le monde entier dans la tourmente. Ça a été vrai aussi pour les effondrements de civilisation, les collapses. On entend beaucoup parler de collapses. Effondrements de civilisation, c'était le cas pour les Mayas à Chichen Itza ici, pour les Anasazi à Massa Verde, à l'île de Pâques, etc. C'est vrai aussi pour l'effondrement des marchés financiers. Alors je vous ai mis deux noms ici si ça vous intéresse pour aller plus loin. Didier Sornek et Jared Diamond, vous tapez ça sur Internet, et c'est des grands spécialistes de ce genre de sujet. Voilà. Alors, il est temps de venir au climat. On a notre boîte à outils, on connaît le troupeau de moutons, on sait comment ça fonctionne à peu près. Et on va voir ce que c'est dit pour le climat. Alors d'abord, le réchauffement climatique par effet de serre, ça je pense que vous savez tous comment ça fonctionne. Je vous le dis en deux mots, vous avez une serre de jardin ici. Excusez-moi, voilà. Une serre de jardin qui reçoit le rayonnement solaire. Le soleil est très très chaud, des millions de degrés. Un machin comme ça crée des longueurs d'onde très courtes. C'est les ultraviolets, même pire que ça, le visible, etc. Ça chauffe la serre. Et la serre, elle finit par avoir une température de 20 degrés, 30 degrés, 40 peut-être. Et sous cette température bien inférieure à celle du Soleil, cette serre réémet des rayonnements, mais à beaucoup plus longue longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle les infrarouges. Un corps pas trop chaud, il émet plutôt des infrarouges. Un corps très chaud, il émet des ultraviolets, pire que ça. Et donc vous voyez que là, je fais rentrer de l'énergie ici, et puis les infrarouges qui veulent sortir, malheureusement, ou heureusement, ils sont arrêtés par le toit en verre. C'est comme ça que ça fonctionne, une serre. C'est un peu comme un couvercle nuageux. Vous avez tous remarqué que la nuit, quand on a des nuits couvertes, eh bien, ces nuits couvertes sont moins fraîches, parce qu'on a un couvercle qui empêche l'infrarouge, qui est dû au chauffage de la journée, de partir dans l'espace. Donc, on a plus chaud la nuit quand le ciel est couvert. Voilà, et ça, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Alors, le coupable essentiel, c'est le CO2, surtout depuis 150 ans. C'est donc l'ère industrielle. Et c'est un temps qui est dramatiquement court par rapport à tout ce que je vous ai montré sur l'histoire des températures de la planète. Voilà. H2O, il faut que je le mentionne, H2O. Je vais voir si j'ai le temps quand même de vous raconter tout ça. Je pense à toilette. H2O, c'est un gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, un gaz à effet de serre considérable. S'il n'y avait pas de vapeur d'eau, s'il n'y avait pas d'eau sur Terre, on serait une espèce de désert frigorifié comme la planète Mars. Donc c'est grâce à la vapeur d'eau qu'on a une température acceptable pour nous. Plutôt c'est nous qui nous sommes développés dans cette température-là, on s'est adapté, sinon on ne serait pas là. Bien, mais H2O c'est quelque chose qui est auto-régulé.
Pourquoi? Parce que sur Terre, vous avez l'eau sous ces trois formes, de la vapeur, du liquide et du solide, la glace. Et si vous injectez un excès de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ben, le système ne va pas être content, il va être hors équilibre, et il va faire pleuvoir ou neiger pour rétablir le bon niveau de vapeur d'eau. Et donc, l'effet de serre sera constant. Ça ne s'emballera pas. Par contre, le CO2, si vous injectez du CO2 dans l'atmosphère, ben, il n'y a pas de CO2 solide ni de CO2 liquide sur Terre, et donc vous pouvez mettre tout le CO2 que vous voudrez, ça montera, ça montera, ça montera, l'effet de serre augmentera pareil. Donc c'est une grosse différence. Le CH4, bon, c'est un effet secondaire de la déglaciation des terres arctiques, j'ai pas le temps d'en parler. Alors, comment peut-on prédire ce qui va se passer? En fait, il y a deux méthodes, comme je vous disais. Les calculs numériques intenses, j'ai schématisé ça par toutes les liaisons entre ordinateurs sur la planète. Hein, ce sont les rapports du GIEC qui rapportent ça. Alors le GIEC, c'est pas un laboratoire, le GIEC, c'est un organisme international qui rassemble les résultats d'un grand nombre de laboratoires. Ils font une synthèse et voilà, donc c'est les résultats majoritaires de ce genre de calcul. L'autre méthode, ça s'appuie sur ce que je viens de décrire, là, les systèmes complexes, les systèmes critiques, et ça nous permet de monter jusqu'à un éclairage nouveau sur ce qui est en train de se passer. Alors, commençons par les calculs numériques. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Dans les rapports du GIEC, ils se basent sur ces calculs-là. Donc, on divise le système océan-atmosphère en tout un tas de petits cubes, des cellules élémentaires. C'est l'équivalent des pixels de vos appareils photo, mais en 3 dimensions. Et on définit un état initial de chacun de ces pixels. La température, la pression, les vents, les courants marins, la concentration des gaz à effet de serre, les GES, et aussi les possibles scénarios de réduction ou d'emballement, ou tout ce qu'on veut, de ces gaz à effet de serre. Donc il y a plusieurs scénarios qui mesurent notre degré de responsabilité, si vous voulez, par rapport à l'emballement de cette quantité de CO2. Et puis on lance le calcul. Et pendant que le calcul tourne, chaque cellule ici va discuter avec ses voisines. J'ai trop de température, je t'en passe un petit peu. J'ai pas assez de vent, je t'en récupère. Et comme le troupeau de moutons, elles échangent comme ça, et ces informations s'étendent au système entier. Là, le système est critique parce qu'il est global. C'est l'effet aile de papillon aussi. Hein. Il se passe quelque chose ici, on retrouvera des conséquences possibles en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on laisse tourner ça. Et quels sont les résultats? Eh bien, typiquement, les résultats, c'est ça. Vous avez ici en vertical la température en fonction du temps, et les différentes courbes, ce sont les différents scénarios de contrôle d'injection de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors si on ne fait rien, ça continue à monter. Si on a des mesures un peu contraignantes, ça fait ça. Si c'est plus contraignant, ça fait ça. Si on est très raisonnable, ça fait ça. Et c'est toujours continu. Et ça monte toujours, plus ou moins violemment. Bien. Non, c'est pas moi ça. Bien, donc voilà l'évolution continue. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être sûr que l'élastique ne cassera pas? Parce que sur mon élastique tout à l'heure, je tirais de façon continue, il s'allongeait de façon continue, je tirais plus, s'il s'allongeait, s'il peut avancer, il a cassé. Est-ce que là, l'élastique ne veut pas casser? La question qu'on peut se poser. Alors, allons-y. Ça, c'est l'effet aile de papillon que j'ai schématisé par une table de billard ici. Donc vous avez des obstacles, ici, là, plus haut. Et puis vous lancez une balle ici, trajectoire verte, elle va rebondir là, elle va rebondir là, elle va continuer. Elle va avoir un parcours, elle va avoir toute une histoire comme ça. Elle va avoir toute une histoire. Voilà. Maintenant, si je change un tout petit peu les conditions initiales ici, si au lieu de partir sur la trajectoire verte, je pars sur la rouge, j'ai changé de un quart de micro-degré, quoi. J'ai presque rien changé. Si je passe à la rouge, eh bien ici, au premier rebond, ça va partir dans l'autre sens. Et si je pars dans l'autre sens, je vais rencontrer d'autres boules que je ne connaissais pas. Et l'histoire sera totalement différente. Donc cette pauvre boule, elle vivra autre chose. Tout ça à cause d'une incertitude très faible là-dessus sur les conditions de départ. Donc maintenant, si je veux comparer la météo avec le climat, ben, la météo, ce sont des algorithmes qui fonctionnent pour prédire sur une semaine, sur 10 jours, ou guère plus.
Le climat, on veut prédire sur des années, des décennies même. Donc vous vous rendez compte que cet effet de papillon aura des conséquences beaucoup plus énormes pour le climat que pour la météo. Et donc il faut absolument avoir une précision maximum dans les conditions de départ. Alors quand vous voulez avoir une très bonne photo, voilà, avec votre appareil, une photo très précise, très nette, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le nombre de pixels. Ça coûte plus cher, mais ça vaut le coup. Et par contre, si vous augmentez le nombre de pixels, vous avez... pardon, je recommence. Si j'augmente le nombre de pixels, eh bien... Bon, et je recommence mon truc. L'appareil photo, j'augmente le nombre de pixels. Et c'est bon, ça augmente la précision, il n'y a aucun problème. Tout ça parce que dans les appareils photo, un pixel qui est percuté par un photon, il garde l'information pour lui. Il n'échange pas avec les voisins. Sinon, ça ferait des photos toutes floues. Pour le climat, c'est tout à fait différent. Parce qu'on a vu que toutes les cellules échangeaient avec leurs voisines. Et donc, si j'augmente le nombre de pixels, de cellules, c'est l'équivalent des neurones, j'augmenterai beaucoup, beaucoup plus rapidement le nombre de synapses, le nombre de connexions avec les autres cellules. Et donc, si je vais trop loin, eh bien, je vais avoir des gros problèmes, effectivement. S'il n'y a pas de point critique en vue, tout marche bien. Si on se dirige dans la vraie vie vers un point critique, eh bien, on va bloquer le système d'ordinateur. Pourquoi? Parce que, à mesure que mon système approche de l'état critique, je devrais traiter les interactions de tous les moutons avec tous les autres. Et pas avec une petite partie. Et donc, ça va coincer. Et comme les ordinateurs ils sont payés pour tourner, si je veux que ça tourne, eh bien, il faut que je simplifie. Ce sont des procédures de simplification. Ça s'appelle l'homogénéisation. Il y a plusieurs procédures. En fait, ça consiste à remplacer le troupeau de 100 moutons, par exemple, par... on regroupe les moutons en groupes de 10. Et au lieu d'avoir 100 moutons, on a 10 groupes de 10 super moutons. Ça fait 100 moutons. Sauf que chaque super mouton, il ne se souvient pas des propriétés de chacun des moutons qu'il contient, mais il fait une moyenne. Donc là, on perd de l'information. Donc vous voyez qu'on cherche à avoir plus d'informations en mettant plus de pixels, mais on en perd en faisant ces procédures de simplification. Et donc quand on approche du point critique, eh bien, le point critique, il s'efface. Dès l'instant, on fait des simplifications. C'est comme l'horizon. On s'en approche, il disparaît. Donc, ça c'est pour vous montrer que ces simulations numériques marchent très très bien pour la météo, marchent très bien pour le climat s'il n'y a pas de point critique, mais si par hasard, dans la vraie nature, dans la vraie vie, s'il y en a un point critique, eh bien, ça ne marche plus. Il ne le voit pas, il passe à côté et il vous donne des prédictions continues. Alors, que faire? Eh bien, je reviens sur mon sac de patates, là, avec la déchirure. Les fluctuations climatiques sont des signaux d'alarme d'amplitude croissante. Donc, encore une fois, très courant en physique théorique. Ça, je vous ai déjà parlé. Et là, alors ce que je vais faire, si vous permettez, je pense que vous verrez tous, je vous ai porté une petite manip qui est faite d'une feuille de papier et d'un mouchon de liège. Je ne vous garantis pas que c'est de l'Alsace, mais ça marche aussi avec d'autres fruits. Voilà. Donc, le bouchon, ça représente... Est-ce que tout le monde voit là? Le bouchon, c'est notre brave planète Terre. Hein, et j'ai un axe de température qui est comme ça. Il fait chaud à votre droite et il fait froid à votre gauche. Et actuellement, la planète Terre elle est en équilibre ici, dans le fond de cette vallée de potentiel. Hein, voilà. Bien. Et si je mets du CO2, eh bien, ce CO2 va déformer la vallée et va pousser le bouchon vers des zones plus chaudes. Si là je me dis, oh là là, on commence à faire des bêtises, il faut revenir, eh bien, j'enlève du CO2, facile à dire, hein, mais bon, j'enlève du CO2 et je reviens. Pas de problème. Sauf qu'en montagne, quand vous avez une vallée, vous avez aussi des crêtes. Donc je mets une crête ici. Et si je fais la même chose ici, je mets du CO2, ben pareil, on se déplace vers des plus hautes températures, mais à un moment, ça va basculer. Et là, si je me dis, j'ai réagi trop tard, si je reviens, ben c'est comme mon kayakiste qui est en bas de la cascade. Hein. On ne reviendra pas. La vallée reviendra dans l'état où elle était, mais pas la Terre.
Et comment être sûr que c'est ça, ce scénario-là qui se passe, plutôt que celui-là? Mais c'est très simple, encore une fois, c'est les fluctuations précritiques. Ici, quand vous avez un papillon qui bat des ailes en Nouvelle-Zélande, même à terre, elle va faire ça, bon, il y aura des petites canicules, des petits coups de froid, des machins, comme d'habitude, business as usual, je veux dire. Voilà, maintenant, si j'ai la crête ici, et que j'augmente le CO2, je continue à faire battre les ailes des papillons, je vois que ça, les petites canicules, et puis là, les canicules augmentent d'amplitude parce que la pente est plus faible. Et là, je vois que c'est de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, et ça m'annonce le basculement. Donc, ces instabilités climatiques, c'est vraiment le signe, le signal d'alarme qu'on arrive au point de basculement. Bon, c'est pas des choses drôles que je vous raconte, mais malheureusement, ça c'est pas mon opinion à moi, hein. Ça c'est la science qui le dit. Bon, 2 plus 2, ça n'a jamais fait 5. Hein. Donc là, c'est schématisé ici, vous avez votre système Terre, vous déformez. Ici, les amplitudes sont plus fortes, et puis vous tombez là-dedans. Et si vous revenez en arrière, ben, la Terre, elle reste coincée dedans. Et pour revenir dans l'état initial, il faudrait aller, non pas 150 ans en arrière, mais beaucoup plus, peut-être 10 000 ans, j'en sais rien, pour que ce minimum-là rejoigne la crête et que ça retombe là-dedans. On appelle ça une hystérésis en physique. Bien, alors ça, tout ça, c'est connu. On a même la loi qui décrit tout ça. Ça s'appelle une loi de puissance. Bon, c'est juste pour faire joli que je vous l'ai mise là. Et pour vous dire aussi qu'avec cette loi-là, théoriquement, en mesurant les amplitudes de tous ces événements, on peut déterminer la date de basculement. Alors j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas eu de données assez précises pour rentrer ça dans le droit. C'est pas facile. Bon, on peut le prévoir. Ça a été fait, il y a des gens qui font ça pour les chutes de Sirac dans les glaciers alpins, et ça marche remarquablement. Bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, à faire chez vous pouvez le faire avec le bouchon, comme je vous l'ai dit. Bien, alors, ce basculement, donc, il sera irréversible, vers l'état totalement inconnu. Personne n'est allé voir en bas de la cascade à quoi ça ressemblait. La date de basculement, elle est donnée par cette équation, et à mon avis, ce sera bien avant, je n'ai pas fait la mesure, mais c'est bien avant 2050. Quand on vous dit, bon, il ne faut pas dépasser 4 degrés avant la fin du siècle, bon, attendez, hein, ce ne sera pas la fin du siècle, et ce ne sera pas 4 degrés. Malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais ce ne sera pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait qu'on va basculer? Vers où on basculera? Eh bien, là, c'est plus difficile de déterminer. Ce sera sensiblement plus haut que les médiatiques à 1,5 ou 2 degrés. Et si je compare au fameux PETM, au maximum thermique paléocène et océane dont je parlais tout à l'heure, là on avait eu la même quantité de CO2 que ce que nous avons produit en 150 ans, nous, maintenant. Sauf que ça a été produit quelque chose comme 20 000 ans. Et ça a donné, donc 20 000 ans, le système a le temps de s'adapter, de faire des contre-réactions, etc. Nous, on n'a pas eu le temps, le système ne s'est pas adapté. Et au PETM, on a eu une élévation de température, ça se discute un peu, 5, 8, même 10 degrés. Donc ça veut dire que nous, avec la même concentration de CO2, si on continue, eh bien on aura, non, j'ose pas vous le dire, hein, mais ce ne sera pas 1,5 degré à la fin du siècle, ça c'est clair. Voilà. Bon, peut-être consolation, une fois qu'on aura basculé, on n'aura plus de ces fluctuations, ce sera fini, on sera au fond d'un joli trou, sauf qu'il sera brûlant. Bien. Alors, est-ce qu'on peut croire à de telles théories? Vous allez me dire c'est des théories tout ça. C'est des théories. Théorie, ça a plusieurs sens en français. Alors, effectivement, cette jeune femme ici, elle pense que la gravitation est une théorie. Et donc, elle fait un pas en avant. Et moi, j'ai vraiment l'impression, en climatologie, on en est au même stade. Et on fait un pas en avant. Arrêtons-nous, s'il vous plaît, arrêtons-nous, maintenant, tout de suite. Et en guise de conclusion, eh bien voilà, donc voilà mon kayakiste que je retrouve ici. Entre évolution et basculement, ben, on est très clairement aux abords très 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 proches du basculement. Et j'aime bien cette phrase-là, plutôt que d'essayer de calculer ce que devrait faire la nature, écoutons plutôt ce qu'elle est en train de nous dire. Le kayakiste, au lieu de se dire, bon je sais dans ma tête que, non, ben, il sent les secousses des rapides, et bon, les rapides me disent attention mon vieux, tu approches d'un point dangereux.
Et donc ce qu'elle nous dit, la nature, c'est les coups de chaud, les coups de froid, tout ça, il faut l'écouter. Et une phrase de Tolkien que j'aime bien aussi, les faux espoirs sont plus dangereux que les craintes. Hein, si on se brande les yeux, eh bien, on ira tout droit dans le trou, mais on ne le verra pas de nous. Encore une fois, je suis désolé de vous raconter ces histoires-là, mais c'est malheureusement comme ça. Donc on est dans une extrême urgence, ça paraît évident. Bon, je ne suis pas tout seul à dire ça, hein. Il y a un certain nombre de scientifiques dans le monde, mais on n'est pas majoritaire encore. La majorité des labos, ils sont encore à faire leurs calculs comme ça. Bon. Donc ça, je vous cite une phrase de Kate Jeffrey, qui est prof de neurosciences à Londres. Si vous étiez dans une voiture fonçant vers un précipice, diriez-vous, je freinerai quand j'arriverai au bord, ou alors freineriez-vous à fond immédiatement? Bon, c'est clair. Et ce qui me désole, moi, c'est que pendant des années, nous, les scientifiques, nous avons travaillé, écrit des rapports, publié des articles, donné des conférences comme celle-ci ou d'autres. Et apparemment, tout cela pour rien, parce que les décideurs et beaucoup d'autres gens n'écoutent pas. Et donc, c'est pour cette raison-là que pas mal de scientifiques suggèrent maintenant une désobéissance civile non violente. Maintenant, bon, je vous donne des références, vous irez voir. Et je vous conseille une conférence remarquable, justement par Kate Jeffrey, Heading to Extinction, c'est en route pour l'extinction. Alors tout ça, vous l'aurez sur l'enregistrement qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, bon, je vais aller assez vite quand même, parce que dans trois citations que j'aime bien. En 1955, le manifeste Russell-Einstein. Souvenez-vous de votre humanité et oubliez le reste. Une autre citation de 2021, Agence nationale de l'énergie, l'IEA. Si le gouvernement était sérieux sur la crise climatique, il n'y aurait aucun nouvel investissement dans le pétrole, dans le gaz ou dans le charbon dès maintenant, dès cette année. Cette année, c'était en 21. Et enfin, Antonio Guterres, que vous connaissez, secrétaire général de l'ONU, qui a dit l'an dernier, l'humanité est face à un suicide collectif. C'est pas n'importe qui, la Guterres. Voilà, donc gardons espoir et luttons malgré tout, ou presque tout. J'avais envie de m'arrêter là. Si j'ai encore 5 minutes, je peux encore. Bon. Alors je vous raconte d'autres choses, parce qu'on me pose souvent la question, oui d'accord, c'est bien beau ce que tu dis là, mais et après qu'est-ce qu'on fait? Alors après qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner quelques points à retenir, quelques mesures d'urgence non exclusives, j'ai pas inventé la poudre. Alors d'abord un truc intéressant, là c'est la production de CO2 par pays. Alors on dit oui, la Chine, tout ce qu'ils produisent, c'est scandaleux, il faut qu'ils fassent des efforts, etc. Bon, les États-Unis aussi, moins que la Chine. Je me suis d'accord, peut-être. Mais ce qui compte, c'est pas la production des pays en tant que tels. Si vous divisez la Chine en 3 pays, ils seront beaucoup moins responsables du coup, ils pourront produire plus. Donc j'ai divisé ces pourcentages par la population. Et ça donne quoi? Eh bien en tête de liste, sur les États-Unis, qui ont la plus grosse production par habitant. Ensuite, vous avez la Russie, ici, à 0,34. Et c'était avant la guerre en Ukraine, je vous signale. Après, vous avez ex aequo, la Chine et l'Union européenne. Voilà. Et puis l'Inde, la pauvre Inde, on accuse de tous les maux souvent, elle est en gros au 10e de ce qu'ont produit les États-Unis par tête d'habitant. Donc c'est assez. Alors quelques suggestions. Donc ça je l'ai dit tout à l'heure, aucun investissement en charbon, pétrole et gaz, aucun investissement en industrie non carbonée, je dirais, qui ne serait pas opérationnel dans les toutes prochaines années. Alors je pense aux nouveaux EPR qu'on va nous construire. Bon, indépendamment du fait qu'on est qu'on est pour ou contre le nucléaire, à la limite c'est pas la question. C'est que si ça doit marcher dans 15 ou 20 ans, peut-être. Et si on a basculé dans 3 ans, ben ça ne sert à rien. Et tout l'argent qu'on aura mis dans ce trou noir, ben ce sera pour rien. Bon, alors là, une petite anecdotique, se souvenir que l'électricité et l'hydrogène ne sont pas des sources d'énergie, mais des vecteurs. Il n'existe pas de carrière d'électrons, ni de mine d'hydrogène. Il faut les fabriquer. L'hydrogène, ça se fabrique avec l'électricité. Les électrons, ben, ça se fabrique avec des centrales, soit vertes, soit moins vertes.
Bon, ce n'est pas des sources d'énergie, et donc passer tout le parc en tout électrique, dans l'immédiat, ce n'est pas une solution. Ce sera une solution peut-être si on arrive à faire une production entièrement décarbonée, mais pour l'instant, ce n'est pas une solution. Arrêter la promotion de véhicules standards, en particulier SUV, ça je l'ai dit en gros. Promouvoir les mini-véhicules électriques légers, à faible vitesse, pour les déplacements locaux, ça s'appelle les microcars. Et je vous signale qu'allez voir sur internet le Vélio. Le Vélio, c'est fait avec vélo et Hélios, le soleil. Et c'est en open source. C'est des gens qui ont fabriqué des vélos à 3 roues, des tricycles, avec un toit qui protège de la pluie et du soleil et qui fabrique de l'électricité. Et les gens qui ont fabriqué ça, ils ont fait Lyon-Paris, je crois, un truc comme Lyon-Orléans, sans problème. Voilà. Et chacun peut construire son vélo si les plans sont gratuits. Et pour les trajets locaux, c'est intéressant. Développer les connexions ferroviaires, évidemment, les trains de nuit, avec transport possible de vélos et de microcars. Voilà. Plutôt que des autoroutes qui ne serviront pas à grand-chose dans quelques temps. Installer systématiquement des panneaux photovoltaïques sur les parkings, ça se fait, ça commence à se faire, ça commence à prendre. Voilà. Et puis, alors ça c'est un truc qui me paraît important, repenser l'isolation thermique des habitations, en se rappelant que jusqu'à présent on se protégeait du froid, on avait froid en hiver, on isolait. Maintenant on aura très chaud en été aussi, et de plus en plus. Et s'isoler du froid de l'hiver et s'isoler du chaud de l'été, c'est pas la même chose. Et donc repenser l'architecture en pensant au refroidissement nocturne en été et en s'inspirant des architectures des pays tropicaux. Donc les bâtiments compacts et massifs qui s'échangent leurs calories, c'est pas tellement une bonne chose. Voilà, donc là j'ai tout un tas de citations, vous les lirez sur le... Et puis si vous voulez des références scientifiques, là je vous ai donné un paquet, vous trop vous occuper pour les longues soirées d'été, même d'hiver. Voilà, et merci, et puis faites attention aux serpents et scorpions quand on aura basculé. Merci à tous.